Bonjour à tous et bienvenue. Nous continuons cette journée de réflexion avec une prise de parole sur un sujet central, les leviers de l'adoption de l'intelligence artificielle en contexte de soins. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Lionel Collet, président de la Haute Autorité de Santé, une institution clé pour garantir la qualité, la sécurité et l'éthique des soins dans notre système de santé. Professeur, vous êtes à la tête d'une institution qui garantit la qualité et la sécurité des soins. En quelques mots, comment la Haute Autorité de Santé envisage-t-elle le rôle de l'IA dans le système de santé français ? Bien, alors en quelques mots, ça va être difficile, mais déjà, rappelons ce que fait la Haute Autorité de Santé. Je crois qu'il faut bien suivre ses missions et celles qu'elle n'a pas. La Haute Autorité de Santé, elle a été créée avec un seul objectif: assurer une expertise de notre système de santé, plus exactement une expertise de la qualité de notre système de santé, mais à des fins de remboursement par l'assurance maladie. C'est-à-dire qu'elle a été créée en 2004 par une loi qui est une loi relative à l'assurance maladie, ce qui fait que ses principales dispositions de l'époque sont dans le Code de la sécurité sociale et non pas dans le Code de la santé publique. Il n'empêche qu'elle va s'intéresser à la santé publique. Donc elle va effectivement être amenée, entre autres, mais pas uniquement, à évaluer la qualité de produits de santé à des fins de remboursement. Et dans votre domaine, qu'on soit dans le domaine du numérique au sens large, qu'il embarque ou non de l'intelligence artificielle, nous sommes amenés effectivement à évaluer soit un dispositif médical numérique qui peut embarquer ou pas embarquer. Nous sommes amenés à évaluer ce qui relève des dispositifs médicaux, ça a été télésurveillance, mais il y a aussi une vraie question qui sont les actes professionnels qui utilisent de l'intelligence artificielle. Et nous pouvons être amenés à évaluer l'acte professionnel sans avoir été déjà amenés à évaluer l'outil d'IA. Seulement dès lors qu'on doit évaluer cet acte, eh bien, ça nous amène à évaluer l'outil d'IA, à la fois sous un angle, on va dire, le plus logique de qualité, d'efficience, d'efficacité. Sachez qu'à ce jour, nous n'avons jamais encore eu d'acte professionnel avec un outil d'IA à évaluer. Jamais. Nous avons évalué des outils d'IA, mais pas encore un acte. Nous attendons qu'on nous le propose. Donc maintenant, à quoi sert l'IA? Je ne vais pas ici devant ce parterre le rappeler, je veux dire. Mais pour nous, HAS, on va la trouver à toutes les étapes de ce que nous évaluons. C'est-à-dire depuis le produit de santé, bien évidemment, que ce soit à des fins de médecine personnalisée, médecine prédictive, de l'aide à la décision, de l'aide à la prescription. Mais on va aussi le trouver à d'autres niveaux. Dans nos recommandations de bonne pratique, et j'y reviendrai probablement tout à l'heure, nous allons le trouver aussi dans notre évaluation des établissements de santé, parce que si on pense aux professionnels, il faut penser aussi aux structures de soins, et tout cela avec une fin, toujours la même, c'est s'assurer de la qualité de ce qui est proposé au remboursement. Mais j'ajouterais qu'au-delà de l'évaluation de la qualité, vous l'avez dit, pour nous, il y a des éléments d'éthique qui sont fondamentaux. C'est-à-dire nous voulons nous assurer que la qualité associe bien l'éthique, c'est-à-dire la transparence, le respect des droits des usagers, bien évidemment, et aussi ce qui relève de l'équité des soins. Ça vous convient comme introduction? Ça me convient, c'est parfait. J'ai surtout entendu que vous avez passé un appel au remboursement. Oui. Depuis ce matin, on parle énormément de l'IA comme un levier majeur pour transformer les pratiques médicales, pour transformer le parcours de soins. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez partager avec nous des usages concrets qui vous semblent aujourd'hui les plus porteurs pour répondre aux défis du système de santé français? Vous savez, devant les professionnels, vous les connaissez, ces usages. Mais moi, je vais prendre le problème autrement, pour ne pas vous répondre, pour dire qu'est-ce qu'on a déjà évalué. Alors, dans le domaine notamment du numérique, et dans lequel on va rejoindre avec de l'IA. Parce que c'est très compliqué pour nous. Dès lors qu'il y a de l'IA embarquée, et c'est compliqué pourquoi? C'est compliqué parce que la commission chez nous qui évalue ces dispositifs s'appelle la CNEDIMS, c'est la commission, pour faire simple, d'évaluation des dispositifs médicaux. Elle est habituée à des dispositifs médicaux qui sont stables dans le temps. Elle va donc donner un avis sur la qualité. Là, nous devons être capables de donner un avis sur un dispositif qui va évoluer dans le temps du fait, justement, d'un algorithme apprenant, de ce qu'il a. Et ça, donc, ça nous implique des spécificités. Alors aujourd'hui, vous savez, les DM numériques à finalité thérapeutique. Entre 2024 et 2025, restez bien assis, on a eu 8 demandes. Je rappelle, pour vous donner quelques chiffres, la HAS, c'était l'année dernière 360 avis sur des médicaments, sur la même période. C'était environ 250 avis sur des dispositifs médicaux. Mais c'était 8 demandes, bien, sur des dispositifs médicaux numériques à des fins thérapeutiques. On en a rendu 6. Alors, paraît-il qu'on est extrêmement sévère. Je signale qu'on en a accepté 2. Nous avons émis effectivement un avis défavorable sur 4, mais le simple fait que nous ayons émis un avis favorable sur 2 montre
on peut répondre à des critères de qualité qui répondent à un niveau qu'on puisse mettre au niveau du patient avec un remboursement. Il y en a un, par exemple, qui est un DM à des fins thérapeutiques, avec un outil, on va dire, de thérapie cognitivo-comportementale contre l'insomnie. Voilà un exemple. Le deuxième point, ce sont les dispositifs médicaux de télésurveillance. Je crois qu'il faut en dire deux mots quand même ici. Entre 2024 et 2025, donc sur une année, on a eu 13 demandes. On ne peut pas dire non plus que ce soit considérable quand on connaît la place qu'on veut attribuer actuellement à tout ce qui relève de la télémédecine ou du télésoin. Sur les 13 demandes, on a rendu 11 avis, c'est-à-dire qu'il y a 2 dossiers encore en cours, mais on en a accepté 7. C'est-à-dire pratiquement 2 sur 3, nous les acceptons. Ce qui veut dire quand même qu'il y a une qualité de ces dossiers qui est indiscutable. Je pense notamment à un dossier, pour ne citer que celui-là, qui est un dossier de suivi à distance de patients traités contre le cancer. Je vais même aller plus loin. Sur les 7 que nous avons acceptés sur 11, les 7 ont un service rendu soit supérieur au suivi conventionnel, donc ce qui est quand même fondamental en termes de santé publique, soit supérieur à l'acte tel qu'il est pratiqué normalement. Donc il y a un plus. Puis le dernier domaine, mais je l'ai dit en entrée, nous n'avons pas évalué d'actes professionnels avec de l'IA. Maintenant, il revient aux professionnels, aux conseils nationaux professionnels, aux industriels, aux entreprises de faire, si elles considèrent utile et qu'elles souhaitent accéder au remboursement, qu'effectivement faire une démarche avec les sociétés savantes, avec les professionnels. Comment vous expliquez cette frilosité ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs questions, il y a plusieurs éléments. D'abord, peut-être que tout le monde ne veut pas se lancer dans une logique de remboursement. Et on voit même dans des médicaments très coûteux, des industriels qui font le choix de renoncer au remboursement. Donc on peut très bien l'envisager aussi dans les outils dont on discutons aujourd'hui. Deuxième idée, c'est que peut-être que certaines entreprises redoutent de passer à une demande de remboursement en raison des critères. Sauf que nous avons défini un cadre d'évaluation qui est connu. Il est transparent, il est sur le site de la Haute Autorité de Santé. On explique quels sont les critères sur lesquels sont fondées nos évaluations. Donc ça, je crois qu'on peut y répondre. Mais je pense qu'il y a cet élément-là. Si vous voulez, on peut aller encore un peu plus loin. L'année dernière, sur les médicaments nouveaux qui nous ont été soumis, il n'y a que 4% que nous avons refusés en termes service médical insuffisant. Sur les dispositifs médicaux qui nous ont été soumis, et pas uniquement du numérique, c'est 25% que nous avons refusé, car nous considérions qu'il avait un service attendu ou rendu insuffisant. Pourquoi ? Parce que, on va être clair, les entreprises du médicament sont de grandes entreprises de taille et qui ont du temps et des moyens pour conduire les études cliniques, les essais cliniques. Il en était question tout à l'heure précédemment. Il y a de très grandes entreprises de DM, il y a aussi des entreprises plus petites, de start-up, qui n'ont pas forcément tous les moyens pour s'engager dans ces essais tels qu'ils sont exigeants. Donc là, il y a effectivement un travail à faire et d'aller vers eux pour dire on a besoin quand même de ces... On ne peut pas dire à l'assurance maladie, dire à ceux qui vont décider derrière nous, allez-y, c'est un bon produit si on n'a pas de données. Et il arrive malheureusement que l'étude ne nous permette pas de conclure. Vous avez parlé un petit peu plus tôt d'un cadre éthique. Selon vous, c'est quoi les conditions indispensables aujourd'hui pour garantir l'équité, la transparence et la protection des droits des patients dans ce nouveau paysage technologique ? Alors, il y a plusieurs éléments là encore de votre réponse. D'abord, il y a un élément juridique. C'est la loi de bioéthique en France, la dernière, qui, dans le cadre particulier d'outils de neurosciences avec un algorithme, a prévu ce qu'ils appellent la garantie humaine. Ce qui veut dire en réalité qu'à un moment donné, il y a une supervision humaine qu'on retrouve sous une autre forme dans l'acte européen d'intelligence artificielle. Donc pour nous, première éthique, c'est de s'assurer qu'effectivement, il y a un moment donné où il y a un humain qui va intervenir. Le deuxième élément, c'est qu'on manque souvent d'informations sur le contenu, je veux dire, de ce qu'il y a, quelle est la source, d'où cela peut provenir. Et ça, c'est un élément pour nous qui est aussi important en termes d'éthique, de pouvoir le communiquer aux patients. Et puis il y a des éléments, quand j'évoquais l'équité des soins, c'est s'assurer que cet outil est adapté partout sur le territoire. J'insiste sur le partout sur le territoire. Par définition, étant à distance, il le sera plus facilement, mais qu'il sera également accessible partout, à un sens également de coût, je veux dire, pour les personnes qui vont en bénéficier. On a donc compris qu'il y avait une grosse majorité des outils numériques qui aujourd'hui échappaient au périmètre classique d'évaluation de la HAS. Comment on peut faire pour éviter que cette situation ne crée un vide en matière de repères et de confiance pour les utilisateurs et les Français ?
Alors, c'est vraiment la notion de cadre de confiance, elle est indispensable, vous avez entièrement raison. Nous prenons le problème de la manière suivante. Nous ne sommes pas ceux qui produisons les outils, c'est vous, dans cette salle, un certain nombre d'entre vous qui le faites. Nous sommes là pour vous accompagner, pour permettre d'évaluer. Mais comme je le disais, c'est non seulement une réponse à l'industriel, c'est aussi aider le professionnel de santé et l'accompagner. On peut l'accompagner de plusieurs façons. On peut l'accompagner au travers de simplement une recommandation sur une pathologie donnée ou à un moment donné. On peut rappeler qu'il y a des outils numériques, voire d'IA, qui peuvent être utiles dans la qualité de cette prise en charge. On peut aussi accompagner, je disais tout à l'heure, la structure de soins. Et ça nous conduit d'ailleurs à préparer actuellement un guide d'analyse économique. J'insiste là-dessus, d'analyse économique, des outils à la fois numériques et des outils avec de l'IA. Ça nous amène aussi à préparer un guide qui est un guide à l'usage des professionnels sur leur accompagnement pour l'IA dans le contexte de soins. Donc nous, notre travail, il est aussi là. Mais votre question, elle va un peu plus loin encore. Votre question consiste à dire qu'il y a beaucoup d'outils que la HAS ne voit pas, pourtant qui existent. Elle ne les voit pas parce que ce n'est pas soumis au remboursement. Ce n'est pas parce qu'elle ne les voit pas qu'elle ne s'y intéresse pas. Il y a déjà maintenant quelques années, enfin c'était après le Covid, la HAS, avant que je ne la préside, avait rencontré l'ensemble des conseils nationaux professionnels pour essayer de définir un état des lieux en France des DM numériques. Elle a sorti d'ailleurs un ouvrage, enfin un guide là-dessus. Et ensuite, il y a un second guide qui est un guide d'aide au choix pour le professionnel de santé. Pour nous, il est indispensable d'aider à la sélection. Sur quels critères est-ce que le professionnel va choisir ou non? Et aider à la sélection, c'est pas dire il faut prendre cet outil plutôt que tel autre. C'est voilà les questions que vous devez vous poser au moment où vous décidez de faire le choix d'un outil, en l'occurrence d'une technologie numérique embarquant ou non de l'IA. Et pour conclure, si vous deviez avoir une priorité pour la HAS au regard de l'émergence de l'intelligence artificielle? Alors, pour la HAS, vous voulez dire en interne, sachez que la HAS, elle utilise l'IA. Elle l'utilise dans deux grands domaines. Analyse des dossiers. Vous connaissez peut-être, si vous êtes arrivé d'être hospitalisé, quand vous sortez de l'hôpital, vous recevez un questionnaire qui s'appelle e-Satis, la satisfaction, on va dire, électronique, mais dans lequel il y a beaucoup de verbatim. La HAS a élaboré une IA pour analyser l'ensemble de ces verbatim, et ce qui sont extrêmement utiles à l'ensemble des établissements de santé, de les avoir. Elle a également utilisé une autre IA qu'elle a élaborée elle-même pour classifier les événements indésirables associés aux soins. Mais aujourd'hui, le vrai enjeu pour la HAS, il n'est pas là. Il n'est plus là. Le vrai enjeu, c'est comment l'IA peut nous aider dans la sélection d'articles lorsque nous préparons une expertise, et voire demain de préparer une analyse critique d'articles. Alors, presque toutes les structures de type HAS du monde travaillent là-dessus en ce moment, donc nous sommes aussi là-dessus, sachant qu'il y a un enjeu, parce qu'il y a un enjeu de source. Où est-ce que l'IA va aller chercher effectivement sa source dans ce cadre-là? Mais nous sommes là-dessus. Merci beaucoup, professeur. Merci bien.